Bienvenue à bord. Pour éviter les risques d'échec du lancement, l'équipage vous invite à vous mettre dès maintenant en orbite autour de cette chaîne YouTube. Une fois dans cet espace, n'hésitez pas à nous faire signe et à nous envoyer des commentaires, radio bien sûr. À ce moment précis, vous êtes à deux doigts de couper la vidéo car vous pensiez que le sujet principal était l'astronomie. Pas d'inquiétude, c'est bien le cas, restez ici. Mais vous allez me demander quel est le rapport entre cette bière trappiste et ces biscuits spéculoos. Si je vous disais que ce sont les deux ingrédients parfaits pour découvrir des exoplanètes, me croiriez-vous ? Je vois que vous aussi, vous avez soif de connaissances. Installez-vous confortablement car cette vidéo risque de nourrir votre curiosité. Dans les profondeurs de notre ciel étoilé se trouvent les réponses aux plus grandes énigmes de notre existence. Des réponses que les astronomes s'efforcent de chercher grâce à l'observation astronomique. Son histoire, jeune de 4 siècles, nous conduit aujourd'hui vers la construction des plus grands et puissants télescopes du monde. Ensemble, nous allons partir à la découverte de ces observatoires qui, sous les plus beaux ciels de la planète, améliorent chaque nuit les connaissances de notre univers. Depuis la découverte de la première exoplanète orbitant autour d'une étoile autre que le Soleil, en 1995, l'astronomie a connu une avancée technologique fulgurante, permettant de détecter par diverses méthodes des mondes se rapprochant le plus au nôtre. Aujourd'hui, toute l'astronomie est occupée par des télescopes de plus en plus grands et performants. Toutes ? Non. Des petits télescopes résistent encore et toujours à leurs géants envahisseurs. Plus sérieusement, dans cette vidéo, nous allons vous montrer que ce sont parfois des télescopes modestes qui peuvent mener à la détection des planètes extrasolaires les plus prometteuses et étonnantes jamais répertoriées. Et sans plus tarder, nous allons expliquer pourquoi les deux ingrédients de base menant à ces découvertes sont une trappiste accompagnée de spéculoos. Trappiste 1. Ce nom vous dit quelque chose ? En février 2017, les astronomes annoncent avoir découvert un système de 7 exoplanètes orbitant toutes une même étoile du nom de Trappiste 1A, située à 40 années-lumière dans la constellation de l'Aquarius. Même si le nombre d'exoplanètes découvertes depuis 1995 s'élève aujourd'hui à plus de 4000, ce septuplé reste une perle rare, puisque les 7 mondes qui le composent sont tous des planètes telluriques, rocheuses, dont 3 d'entre elles sont situées dans la zone d'habitabilité, là où l'eau se trouve sous forme liquide, comme sur notre chère planète. C'est la première fois qu'un tel regroupement de planètes similaires à la Terre est observé par les astronomes, et depuis 2017, de nombreuses mesures ont été menées dans le but de le comprendre parfaitement. Pour en savoir plus sur cette découverte fascinante, je suis allé parler à l'astrophysicien belge Emmanuel Géhin, investigateur principal sur le projet TRAPPIST, qui s'intéresse plus particulièrement à la recherche des petits corps du système solaire comme les comètes. Pour le rencontrer et l'interviewer, je me suis rendu dans le sud de la France, plus précisément à l'Observatoire astronomique de Nice, où il organisait une conférence. Comme d'habitude, je vous mets quelques images de ce lieu exceptionnel en musique, et on se retrouve juste après.
Emmanuel Géhin a passé 7 ans en tant qu'astronome au Very Large Telescope à l'Observatoire européen de Paranal au Chili, et il est actuellement enseignant-chercheur à l'Université de Liège et a été récemment responsable de l'installation des télescopes du projet Speculos à Paranal, observatoire que nous évoquerons un peu plus tard dans la vidéo. Qu'a permis de démontrer la découverte de TRAPPIST 1 ? Qu'avons-nous appris scientifiquement ? Alors en fait, jusqu'à l'arrivée de TRAPPIST 1, personne vraiment ne regardait s'il y avait des exoplanètes autour des étoiles les plus petites et les plus froides de la galaxie, donc les naines ultra froides de type TRAPPIST 1, donc qui sont des étoiles qui sont 10 fois plus petites que le Soleil, 10 fois moins massives, qui ont une température vraiment très basse, 2500 degrés. Et donc cette découverte de TRAPPIST 1 semble indiquer, ce sera à confirmer bien sûr, mais semble indiquer que ces petites étoiles font des planètes, peuvent en faire visiblement en quantité, puisque dans le système exoplanétaire TRAPPIST 1, on a 7 planètes de type terrestre, donc c'est extrêmement intéressant. Qu'en plus, ces planètes sont riches en éléments légers, en volatiles, donc pourraient être riches en eau également. Donc ça a permis de montrer que ces cibles sont extrêmement intéressantes à observer, parce qu'il y a une grande quantité de ces étoiles dans la galaxie, à peu près 30% des étoiles, de nombreuses qui sont dans le voisinage solaire. Et on a pu montrer justement que ce sont les meilleures cibles pour la caractérisation de leur atmosphère dans le futur avec les télescopes géants, et dont le James Webb Space Telescope, puisqu'on a un meilleur rapport de surface entre la partie de l'étoile qui est cachée par la planète que si le transit se passe devant une étoile de type solaire. Donc c'est ce que TRAPPIST ici, cette découverte a montré, c'est qu'il faut observer ces étoiles-là. Les 7 planètes de TRAPPIST 1 n'ont pas toutes été découvertes ni simultanément ni par le même télescope. C'est en 2015 que pour la première fois, des exoplanètes furent détectées par la méthode de transit, autour de l'étoile précédemment dénommée de masse J23 06 29 28 05 02. Si l'étoile fut rebaptisée TRAPPIST 1A, outre la simplification, c'est pour rendre honneur à l'instrument avec lequel ce trio fut découvert, TRAPPIST. N'essayez pas de reproduire l'expérience avec la boisson alcoolisée d'origine belge qui porte le même nom, vous risquerez d'être un peu déçu. Au-delà de ce clin d'œil volontaire, l'instrument utilisé est bel et bien un télescope dont l'acronyme TRAPPIST signifie Transiting Planets and Planetesimal Small Telescope. Installé depuis 2010 à l'Observatoire européen de La Silla au Chili, TRAPPIST est en réalité un petit télescope de 60 cm de diamètre, opéré sous la direction de l'Université de Liège en Belgique. Il vise à étudier les corps célestes de notre système solaire ainsi que des exoplanètes en orbite autour d'autres étoiles, des étoiles naines froides de notre galaxie, en utilisant la méthode de détection par transit. Avec ses 4,8 mètres de distance focale, ce télescope ne pèse que 65 kg, un poids relativement modeste pour sa catégorie. La monture du télescope n'est pas standard puisqu'elle utilise des moteurs linéaires, en anglais Direct Drive, qui sont dépourvus de pièces mécaniques comme des roues dentées, que l'on retrouve sur des montures plus classiques du commerce. Ce système bénéficie d'une très grande précision sur la compensation de la rotation de la Terre et permet de n'avoir aucune erreur mécanique sur le mouvement de la monture que l'on appelle erreur périodique. Pour les puristes, ce télescope ne dispose pas d'autoguidage, jugé inutile pour ses applications. La dérive angulaire de position sur le ciel est d'environ 1 arc-seconde toutes les 2 minutes, ce qui est amplement suffisant pour les observations de TRAPPIST. Dans un monde où le diamètre des télescopes et leur performance ne cessent de battre des records, on peut se poser la question du rôle d'un télescope de 60 cm de diamètre. Pourquoi donc privilégier d'aussi petits diamètres et quelle est la clé de la réussite de TRAPPIST ? Alors c'était justement l'idée de construire ces télescopes, c'est parce qu'aujourd'hui c'est extrêmement difficile d'avoir du temps d'observation et beaucoup de temps d'observation pour des programmes de type survey, comme ce qu'on fait dans les surveys des cadres des exoplanètes ou surveys de type comète. On ne peut avoir que quelques nuits sur les grands télescopes. Or il y a encore beaucoup de travail qui peut être fait avec des petits télescopes et justement la preuve avec TRAPPIST et même faire des découvertes encore très, très importantes. Le gros avantage c'est que si c'est votre télescope, qu'il est complètement dédié à certaines thématiques, nous dans notre cas l'étude des exoplanètes et l'étude des comètes et petits corps, en dédiant tout son temps sur ces projets-là, et en installant ces télescopes dans de très bons sites, on a énormément de temps disponible justement pour faire des projets de type survey. Donc les petits télescopes dans ce cadre-là, optimisés, sont totalement imbattables aujourd'hui.
d'autant plus quand c'est votre propre instrument, que vous avez tout le temps dessus et qu'en plus vous l'avez designé depuis le début pour réussir votre objectif. Donc je pense que les télescopes trappistes ont vraiment montré justement dans ce cadre-là qu'on peut arriver à faire ça avec encore du petit matériel. Bien sûr, il faut que les targets, les cibles soient visibles avec le petit télescope, avec un signal sur bruit suffisamment bon, mais bien sûr, les projets que nous avons sélectionnés dans le cadre de Trappist le permettaient. Donc, il reste encore des niches pour faire ce genre de petit télescope. Autre chose, ces télescopes, vous pouvez les utiliser et décider à n'importe quel moment de les réaffecter à de nouvelles observations, et notamment on peut être très rapide pour réagir à des observations importantes, urgentes, des découvertes récentes, plutôt que de passer au travers d'un processus de sélection pour les grands télescopes qui prennent souvent beaucoup de temps, et quand on a le temps, on n'a pas beaucoup de temps d'observation, et souvent, voilà, donc on a pu montrer aussi qu'avec Trappist, en réagissant très rapidement, on peut être sur le coup dans le cas de beaucoup d'observations importantes. Trappist n'a donc pas à rougir face à ses grands collègues terrestres et spatiaux. Par exemple, le capteur imageur embarqué sur le télescope est extrêmement sensible, permettant d'atteindre un objet céleste de magnitude 21 en seulement 4 minutes de temps d'exposition. C'est-à-dire qu'il arrive à capter la lumière d'un objet ayant une luminosité environ 631 millions de fois plus faible que l'étoile la plus brillante du ciel, Sirius, et ce, en quelques minutes de pause. Depuis 2016, un nouveau télescope, identique à celui du Chili, a été inauguré à l'observatoire de Oukaïmeden, au Maroc, à 2700 mètres d'altitude, là où les astronomes disposent de 240 nuits claires par an, contre 270 nuits claires par an à la CIA. Pour les différencier, on utilise désormais les termes Trappist Sud pour le premier installé au Chili et Trappist Nord pour le second dans le ciel marocain. Détecter des exoplanètes de la même manière que Trappist n'était en réalité pas aussi compliqué qu'il n'y paraît. Pour preuve, avec un minimum de matériel et de motivation, il est possible de découvrir ou de redécouvrir des exoplanètes depuis son jardin en tant qu'astronome amateur. C'est ce que nous allons voir en détail maintenant. Les astronomes de Trappist Nord et de Trappist Sud utilisent donc la méthode très répandue du transit. Répandue car c'est aujourd'hui le moyen le plus simple et efficace de partir à la chasse aux exoplanètes. D'ailleurs, le principe de cette méthode est vraiment explicite. Si vous connaissez le fonctionnement d'une éclipse de lune ou d'une éclipse de soleil, vous avez certainement déjà compris son extension aux exoplanètes. Lorsqu'une exoplanète passe devant l'étoile autour de laquelle elle orbite, l'intensité lumineuse reçue de l'étoile diminue, car la planète bloque une partie de la lumière. Lorsque la planète a fini son passage, l'intensité lumineuse que nous recevons de l'étoile augmente et revient à son niveau initial. C'est le principe du transit que l'on retrouve sur Terre également, par analogie avec Mercure ou Vénus lorsqu'elles passent devant notre étoile, ou bien du transit de la Station spatiale internationale devant le Soleil ou la Lune. La principale difficulté des transits ne réside pas dans la mesure de la baisse de luminosité, bien que les valeurs soient très faibles, mais dans leurs conditions d'apparition. En effet, toutes les exoplanètes ne transitent pas devant leur étoile. Par exemple, si nous observons depuis la Terre un système planétaire en vue de dessus ou en vue de dessous par rapport au plan orbital, à aucun moment la planète ne passera devant son étoile. Il faut donc que l'orbite de l'exoplanète soit à une distance particulière de l'étoile et ait une inclinaison particulière par rapport à la ligne de visée, afin qu'elle puisse transiter devant l'étoile lorsque celle-ci est observée depuis la Terre. Cette probabilité de transit est formulée par le rapport RE sur A. RE étant le rayon de l'étoile et A le demi-grand axe de l'orbite de la planète. Ce qui signifie que les chances d'avoir une exoplanète transitant devant une étoile sont maximisées lorsque l'étoile est très grande et ou lorsque l'exoplanète orbite très près de l'étoile. Bien sûr, pour que cette règle soit appliquée, on admet que l'étoile abrite une exoplanète, ce qui n'est pas toujours le cas. Malheureusement, lorsque les astronomes observent un transit exoplanétaire à des années-lumière, voire des dizaines d'années-lumière de la Terre, les images qu'ils obtiennent ne sont pas celles que l'on peut obtenir lors d'un transit de Mercure, par exemple. Du fait des gigantesques distances nous séparant des étoiles, il faudrait aux astronomes des télescopes de plusieurs dizaines de mètres, voire centaines de mètres de diamètre, pour pouvoir bénéficier d'une résolution suffisante pour discerner le disque d'une étoile. Ainsi, dans la majeure partie des cas, les étoiles de notre galaxie ne sont pas résolues, et sur les images scientifiques, elles sont assimilables à des sources ponctuelles qui n'ont pas de dimension. Un point reste un point.
Mais l'avantage du transit d'exoplanètes est qu'il n'a justement pas besoin d'atteindre la résolution nous permettant de résoudre la surface d'une étoile. Puisqu'un transit est en quelque sorte une éclipse, rigoureusement une éclipse annulaire, comme toute éclipse, la luminosité reçue par l'étoile est légèrement inférieure à la luminosité reçue par l'étoile hors transit. Quand je dis légèrement inférieure, c'est une diminution infime de la lumière. L'ordre de grandeur est de 1% de lumière en moins récoltée pendant le transit. Atteindre cette résolution n'est pas incroyablement compliqué. Cependant, en pratique, les astronomes cherchent à obtenir une résolution encore plus grande, jusqu'au millième de %, par exemple dans le cas du télescope spatial Spitzer. L'objectif est donc d'avoir le plus d'incréments, ou de pas, sur la courbe du transit, afin de savoir comment varie la diminution ou l'augmentation de la lumière au cours du transit. Est-ce que la lumière varie fortement, progressivement, par paliers ? Autant de réponses qui ne sont accessibles qu'avec une très bonne résolution de détection. Pour résumer, la méthode de transit vise à mesurer la variation du flux lumineux d'une étoile au cours du temps. Cette mesure porte le nom plus scientifique de photométrie. Comment faire de la photométrie ? Nous l'avons un peu déjà évoqué plus tôt dans cette vidéo. Avec des images provenant d'une simple caméra CCD placée au foyer du télescope. L'intensité lumineuse est obtenue en semant la valeur relative des pixels autour de l'étoile cible. Mesurer l'intensité de ces pixels sur plusieurs images brutes ne permet pas d'obtenir une courbe de transit exploitable. En photométrie, les astronomes cherchent à obtenir la valeur la plus fidèle de luminosité. Et pour ce faire, chaque image brute est pré-traitée de manière à retirer les imperfections dues au capteur et au télescope, comme le bruit de lecture, le signal d'arc ou les défauts d'illumination du capteur. Vous l'avez peut-être deviné, en photométrie, l'utilisation des fichiers dark, flat et offset est de rigueur. Revenons à cette courbe photométrique du transit, qui nous permet d'extraire une grande partie des données scientifiques sur la planète en question. Ainsi, en mesurant plusieurs fois ce transit, pour améliorer la précision et ainsi diminuer encore une fois la contribution des erreurs, les astronomes peuvent déduire de ces courbes la période orbitale de la planète, son demi-grand axe, l'inclinaison de son orbite, son rayon, sa température, la composition de son atmosphère et même obtenir des informations sur l'activité de l'étoile. Par exemple, la profondeur du transit, c'est-à-dire la diminution de la lumière causée par le passage de la planète, nous renseigne sur le rapport entre la surface apparente de la planète et celle de l'étoile. Il faudrait consacrer une vidéo entière sur le transit des exoplanètes pour vraiment tout expliquer en profondeur. À ce sujet, je vous propose de regarder la vidéo très complète de Technique spatiale. Le transit est la méthode la plus accessible aux astronomes professionnels et amateurs pour détecter des exoplanètes. À l'observatoire de Calerne, j'ai pu apprendre avec des étudiants de master comment réaliser ce genre d'observation en conditions réelles avec un télescope de 1 mètre de diamètre. Attention, pas besoin d'utiliser un télescope aussi grand, du matériel amateur fonctionnera tout aussi bien, mais sera limité à des transits plus lumineux, plus visibles. À titre d'exemple, la première exoplanète par transit a été découverte par un étudiant américain en utilisant un télescope de 10 cm de diamètre sur une monture du commerce, une monture à fourche. Ainsi, un télescope de 60 cm comme trappiste est largement suffisant. Ce qui importe sont les cibles d'étoiles choisies, la qualité du ciel et toute l'expertise technique et scientifique de l'équipe en charge d'observer les transits. D'ailleurs, je vous propose maintenant de parler plus en détail sur les découvertes faites par trappiste grâce au transit. Mais avant de poursuivre, j'aimerais faire une annonce un peu particulière. Si vous trouvez mon travail intéressant, si vous trouvez cette vidéo intéressante ou passionnante, en plus de vous abonner à cette chaîne YouTube, une chose à ne surtout pas oublier, mais vraiment à ne surtout pas oublier, c'est d'activer la cloche de notification. C'est hyper important parce que ça vous permet d'être alerté de la publication de mes prochaines vidéos, de mes prochains projets vidéo. Et la majeure partie de mes abonnés actuels vous le diront, je ne suis pas du genre à publier une vidéo tous les jours, ni même toutes les semaines, et peut-être pas tous les mois d'ailleurs. Les vidéos me prennent beaucoup de temps, j'essaie de passer le plus de temps possible et de perfectionner les vidéos le plus possible pour vous proposer du contenu de qualité, et c'est pour ça aussi que des vidéos, il n'y en a pas tous les mois, il n'y en a pas toutes les semaines. Voilà, j'espère que vous comprendrez ça, et donc c'est pour ça que c'est important d'activer cette cloche, parce que faudrait vraiment pas louper le moment où je partage la vidéo. Voilà. Allez, revenons au sujet principal. Seulement 3 ans après son lancement, en 2013, TRAPPIST avait déjà permis de confirmer la découverte de 28 exoplanètes. Et en 2016,
L'équipe trappiste, dont le principal investigateur de la partie exoplanète est Michael Gillon, publie dans la célèbre revue Nature la fameuse découverte des 3 premières exoplanètes autour de l'étoile Trappist 1A, à savoir Trappist 1B, Trappist 1C et la dernière, vous l'avez deviné, Trappist 1D. Ces exoplanètes sont situées très proches de l'étoile, car la probabilité et la visibilité de leur transit sont bien meilleures. Les périodes orbitales étaient alors estimées à 1,5 jours pour la planète B, 2,4 jours pour la planète C et entre 4,5 et 73 jours pour la planète D. L'énorme incertitude sur la période orbitale de Trappist 1D a laissé les astronomes belges perplexes. Ils savaient que cette fluctuation de la mesure pouvait s'expliquer physiquement par la présence d'autres planètes au-delà de Trappist 1D. Juste après avoir publié cette découverte, les astronomes de l'observatoire Trappist ont lancé une énorme campagne d'observation du système Trappist 1, notamment avec l'aide au sol du télescope VLT à Paranal, mais surtout avec le télescope spatial Spitzer de la NASA. En seulement 21 jours d'observation en continu avec Spitzer, Michael Gillon, Emmanuel Géin et leur équipe avaient pu détecter pas moins de 34 transits. Et leur hypothèse fut vérifiée, à savoir la courbe du transit de Trappist 1D cachait en réalité d'autres planètes. Le 23 février 2017, l'analyse de leurs résultats fut une fois de plus partagée dans la revue scientifique Nature et révéla la présence de 4 planètes supplémentaires nommées Trappist 1E, F, G et H. L'observation des transits de ces 7 exoplanètes a permis d'accéder, comme nous l'avons vu, à leurs propres caractéristiques. Le seul paramètre fondamental qui n'est pas donné par une seule mesure de transit est la masse de la planète. Pour ce faire, les astronomes ont utilisé une méthode dérivée du transit. Ils sont parvenus à mesurer des écarts de timing d'un transit à l'autre, expliqués par les interactions gravitationnelles des 7 planètes. En analysant ces écarts de temps sur les transits successifs appelés TTV, pour Transit Time Variations, il est non seulement possible de prédire avec précision quand auront lieu les prochains transits, mais également d'estimer les masses des planètes mises en jeu. Généralement, pour accéder aux masses des planètes, c'est la méthode de détection par vitesse radiale qui est préférée au transit, car beaucoup plus efficace et précise. Cependant, à ce jour, il n'existe aucun instrument capable de détecter le système Trappist 1 par vitesse radiale. D'ailleurs, vous pouvez retrouver une vidéo explicative de cette méthode sur ma chaîne. Malgré tous les points avantageux que l'on vient d'énumérer pour les transits d'exoplanètes, une autre mesure tout aussi essentielle reste difficile d'accès. La caractérisation chimique de leur atmosphère. Car à l'heure actuelle, nous ne savons toujours pas si ces 7 exoplanètes ont une atmosphère ou non. Le transit et la vitesse radiale sont des détections indirectes d'exoplanètes, puisque l'on observe non pas directement la lumière de la planète, mais celle de son étoile. Pour pouvoir analyser précisément la composition chimique d'une exotère et savoir si elle contient de l'eau, il faut collecter directement la faible lumière qu'elle émet, en supprimant la lumière éblouissante émise par l'étoile. C'est ce que réalisent certains instruments de haut contraste sur Terre et dans l'espace, et c'est ce que feront les télescopes JWST, James Webb, et l'ELT. TRAPPIST ne consacre que 30% de son temps d'observation à la recherche d'exoplanètes autour d'étoiles ultra-froides comme TRAPPIST 1A, et 20% à la confirmation d'exoplanètes dont les découvertes sont attribuées à d'autres télescopes comme TESS, le dernier chasseur de monde envoyé dans l'espace en 2018 par la NASA. En effet, depuis ses débuts, TRAPPIST a permis de confirmer plus de 150 candidats exoplanètes. Et les 50% de temps d'observation restant, la seconde moitié, est réservé à un tout autre domaine de recherche mais étroitement lié, celui des comètes et petits corps du système solaire, étudiés toujours en utilisant la méthode de photométrie qui, je le rappelle, consiste à mesurer les variations de luminosité d'un objet au cours du temps. Emmanuel Géin, pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ? Oui, donc l'idée de l'expérience TRAPPIST, c'est en fait d'étudier la formation des systèmes planétaires et notamment de notre système solaire et la formation de la Terre de 2 points de vue différents. Un, l'étude des exoplanètes pour mieux comprendre de façon générale la formation des systèmes exoplanétaires et planétaires, et l'étude des petits corps du système solaire, comètes et astéroïdes, qui sont vraiment les briques qui ont permis à former les planètes, qui sont en fait des fossiles, des premières étapes donc, de formation du système solaire. Donc avec TRAPPIST, nous étudions également donc, les petits corps du système solaire au travers de toute une série de projets
notamment l'étude de la composition chimique des comètes dans le visible, l'étude des comètes beaucoup plus faibles également. Nous faisons un monitoring régulier en réalité avec nos télescopes, donc on en a deux, un dans l'hémisphère sud, un dans l'hémisphère nord, et nous suivons donc l'évolution de l'activité des comètes lorsqu'elles s'approchent du Soleil et lorsqu'elles s'éloignent du Soleil. Et cela, nous pouvons suivre également donc, les changements de composition chimique de la coma, de l'atmosphère des comètes au cours de leur orbite. L'objectif de TRAPPIST est donc de lier les composés chimiques complexes observés dans la coma des comètes à leur source mère, c'est-à-dire aux éléments non visibles à l'intérieur du noyau. Pour parvenir à déceler la composition chimique d'une comète, TRAPPIST utilise des filtres interférentiels permettant de sélectionner précisément une partie de la lumière caractéristique d'un élément chimique potentiellement présent dans les comètes. Ces filtres de très haute qualité ont été hérités de la NASA, suite à une énorme campagne d'observation de la comète Hale-Bopp lors de son passage historique en 1997. L'analyse spectrale des comètes au travers de ces filtres permet notamment d'en déduire le taux de production des différentes espèces chimiques, qui pourront ensuite servir à classer les comètes étudiées. L'observation directe de ces comètes par photométrie permet aussi d'étudier leur activité et d'observer les éventuels jets de gaz qui peuvent mener à l'estimation de leur période de rotation. En plus d'avoir détecté une cinquantaine de nouvelles comètes, TRAPPIST a beaucoup été sollicité pour suivre l'activité de la célèbre comète 67P Churyumov-Gerasimenko lors de la mission Rosetta de l'ESA. Alors nous sommes intéressés aussi aux astéroïdes. Nous pouvons produire avec TRAPPIST des courbes de lumière des astéroïdes extrêmement précises, à 10 millimag, ce qui permet donc d'avoir les périodes de rotation. Comme vient de l'expliquer Emmanuel Géin, TRAPPIST applique également la photométrie aux astéroïdes. Dans le cas où l'astéroïde ne réfléchit pas assez de lumière pour être visible directement, TRAPPIST utilise la méthode d'occultation, c'est-à-dire attendre qu'un astéroïde connu passe par chance devant une étoile située en arrière-plan. À l'image du transit des exoplanètes, l'astéroïde passant devant l'étoile produit aussi une éclipse, mais cette fois une éclipse totale, puisque l'astéroïde est beaucoup plus proche de nous que ne l'est l'étoile. Sa taille angulaire dans le ciel est non négligeable comparée à celle de l'étoile, qui peut être assimilée, je le rappelle, à un point. C'est donc cette éclipse totale des étoiles par les astéroïdes que l'on nomme occultation. Dans le premier cas, nettement plus intéressant, là où l'astéroïde est assez brillant pour être observé directement dans le ciel, TRAPPIST peut tracer ce que les astronomes appellent une courbe de lumière. Explication. Puisqu'un astéroïde est un objet souvent difforme en rotation sur lui-même, la quantité de lumière réfléchie n'est pas la même à chaque fois que l'astéroïde nous présente un profil différent. C'est en étudiant ces variations de luminosité au cours du temps que l'on peut en déduire sa forme et également sa période de rotation. Nous réalisons également des occultations stellaires par surtout les objets transneptuniens. Donc ça, c'est un programme en collaboration avec Paris et Bruno Sicardi. Nous avons donc par exemple pu réaliser l'occultation d'une étoile par la planète naine Eris, ce qui a permis de déterminer précisément sa taille, et voir également qu'elle n'avait pas d'atmosphère. Donc c'est à des autres programmes que nous faisons avec les télescopes TRAPPIST. Nous travaillons en collaboration avec un groupe français de l'Université de Marseille, notamment, qui étudie avec le VLT, le Very Large Telescope au Chili, et un nouvel instrument qui s'appelle SPHERE. Ils résolvent les astéroïdes pour avoir leur forme la plus parfaite possible afin de déterminer leur volume. Et avec TRAPPIST, on produit des courbes de lumière de très haute précision qui sont importantes pour interpoler entre les différentes images prises au VLT pour reconstruire un modèle 3D de volume et ensuite pouvoir remonter à la densité. Par exemple, TRAPPIST a récemment collaboré avec l'ESO, au titre de Centaure, pour l'observation de la plus petite planète naine du système solaire, Hygiea. En combinant les courbes de lumière réalisées avec TRAPPIST par photométrie et les images haute résolution de l'instrument SPHERE du VLT, les astronomes ont pu avoir une meilleure estimation de la forme réelle de ce corps situé dans la ceinture principale d'astéroïdes. Bien que chacune des missions scientifiques de TRAPPIST soit aussi fascinante et complète à la fois, celle que la communauté scientifique retiendra est incontestablement la découverte de TRAPPIST-1. Elle a permis de satisfaire les convictions les plus profondes de l'être humain, à savoir la présence d'une potentielle sœur de la Terre. D'ailleurs, parmi les 3 planètes sur 7 situées dans la zone habitable de l'étoile, celle qui pourrait être effectivement la sœur de la Terre, c'est TRAPPIST-1e.
Plus généralement, cette découverte majeure a traversé les frontières géographiques, culturelles et économiques. Le monde en a fait la une. On a fait des musiques, des livres et même des montres ont été fabriquées pour rendre hommage au système TRAPPIST 1. À côté de cette énorme supernova médiatique, on ne va pas se le cacher, même les astronomes belges en charge de TRAPPIST ont dès le début constaté le réel intérêt, le réel potentiel de leur projet, à savoir celui de surveiller les étoiles naines froides de notre galaxie, avec ce genre de télescope, pour y découvrir d'autres exoplanètes par transit. Et cette découverte a montré, c'est qu'il faut observer ces étoiles-là. C'est la suite du projet TRAPPIST, c'est Speculoos. TRAPPIST ayant été en fait un prototype dans l'idée de construire les Speculoos, qui aujourd'hui sont 4 télescopes de 1 mètre de diamètre qui pendant les 10 prochaines années vont passer en revue à peu près 1000 étoiles naines ultra froides. On va passer entre 10 et 20 nuits pour chaque cible en vue de justement détecter ces systèmes exoplanétaires autour des toutes petites étoiles naines ultra froides. Speculoos est en effet un nouveau projet d'observatoire qui reprend encore une fois le nom d'une célèbre spécialité belge que vous avez sans doute reconnue. Mais en astronomie, Speculoos, ça signifie Search for Habitable Planets Eclipsing Ultracool Stars, ou en français, recherche de planètes habitables par éclipse autour d'étoiles ultra froides. Sous la supervision de Michael Gillon, ce projet est formé par 5 télescopes, 4 au Chili et 1 à Tenerife, aux îles Canaries, dont le coût s'élève à 1 million d'euros chacun, 1 million d'euros par télescope. Speculoos bénéficie donc de redoutables capacités techniques qui pourront amener à des résultats scientifiques encore plus prometteurs sur la recherche d'exoplanètes. Néanmoins, une question subsiste. Est-ce que les 5 Speculoos pourront toujours apprécier l'accompagnement des 2 TRAPPIST? Est-ce que cela marque la fin d'une pétillante carrière pour TRAPPIST? Alors TRAPPIST c'était le prototype de Speculoos en fait, et pour TRAPPIST on a uniquement donc sélectionné les 100 étoiles les plus brillantes de l'hémisphère sud pour TRAPPIST Sud et les 100 étoiles naines ultra froides les plus brillantes visibles de l'hémisphère nord. Et donc en effet avec TRAPPIST Sud on a pratiquement terminé l'échantillon. Avec TRAPPIST Nord, on vient de commencer il y a 2 ans, il y en a encore pour quelques années, mais on a également construit un télescope à Tenerife, un télescope très semblable, exactement identique à ceux qu'on a installés à Paranal, les télescopes Speculoos de 1 mètre de diamètre. Et donc en fait, l'idée avec Speculoos, c'est d'étendre maintenant cette recherche aux 1000 naines ultra froides les plus proches et les plus brillantes. Et on avait besoin donc de télescopes plus grands pour faire ça, puisqu'on était arrivé au bout quasi pour les télescopes de 60 cm. Ce qui est très important, c'est un peu une course contre la montre actuellement, c'est pour ça qu'on a construit plusieurs de ces télescopes. L'idée étant de détecter autant de systèmes planétaires que possible pour l'arrivée du James Webb Space Telescope, qui est le seul télescope dans les 30 années à venir qui va nous permettre en fait de pouvoir détecter les atmosphères de ces exoplanètes et pouvoir mesurer, encore chose plus importante, éventuellement trouver les biosignatures dans l'atmosphère de ces exoplanètes qui pourraient nous indiquer qu'il y a peut-être de la vie à la surface de ces exoplanètes. Donc TRAPPIST va continuer à faire des programmes exoplanétaires et cométaires. Exoplanétaires aussi parce qu'on fait du suivi de candidats exoplanètes du programme TEST américain qui va durer encore pendant plusieurs années. Mais pour TRAPPIST, c'est clair qu'on arrive tout doucement à la fin de notre échantillon de départ. Et c'est donc l'idée, bien sûr, d'avoir plus de télescopes plus puissants pour étendre l'échantillon et trouver d'autres systèmes. Déjà en opération depuis janvier 2019 à Paranal, à 2 portes du VLT, les 4 télescopes Io, Europa, Ganymède et Callisto de Speculoos nous réservent de belles surprises. Ce projet croustillant saura-t-il nourrir notre curiosité? Est-ce que TRAPPIST comblera toujours la soif des astronomes? En science, évidemment, on ne sait jamais ce qu'on peut découvrir. La preuve avec la découverte du système TRAPPIST-1, où on a trouvé un système exoplanétaire, 7 planètes de type terrestre, dont 3 dans la zone habitable. C'était assez improbable avant qu'on ne commence cette manip. Donc on peut toujours espérer de belles découvertes, bien sûr. C'est ça qui fait le charme de la recherche scientifique. Et pour TRAPPIST, notamment là, on est très excité parce que
qu'il y a quelques semaines, une comète interstellaire est rentrée dans notre système solaire et notamment nous l'observons quasi toutes les nuits quand il fait beau avec nos télescopes TRAPPIST pour pouvoir suivre l'évolution de cette comète. Et c'est un objet venu d'un autre système exoplanétaire. C'est vraiment le lien finalement dans TRAPPIST où on fait des petits corps du système solaire et des exoplanètes. Et ici, on a un petit corps qui vient d'un autre système exoplanétaire nous rendre visite. Et donc ça, pour nous, c'est bien sûr extraordinaire et on espère avoir de beaux résultats dans les mois qui viennent. Voilà, c'est devant cette fameuse coupole astronomique charlois de l'Observatoire de la Côte d'Azur que nous allons nous quitter et que cette vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite comme d'habitude à mettre un pouce vers le haut et à vous mettre, si ce n'est pas déjà fait, en orbite autour de cette chaîne YouTube. Donc je remercie très chaleureusement Emmanuel Juin pour son expertise et pour avoir pris le temps de répondre à mes questions lors de cette interview. Et bien évidemment, je remercie l'Observatoire de la Côte